Ce dimanche qui précède de 15 jours notre prochain colloque des 16 et 17 janvier est consacré à la réforme de l'astrologie, qui est bien l'enjeu quelque part de nos réunions. Quelles sont les conditions d'une réforme de l'astrologie? Et quelles sont les leçons à tirer des réformes antérieures, des tentatives de réforme antérieures? Et on s'aperçoit, bon, il y a eu un certain nombre de réformes qui ont été proposées par Jean-André Barbeau en astrologie mondiale, par Jean-Pierre Nicolas en astrologie du thème natal, génicliaque, sans parler des travaux de Gauquelin, mais qui ne sont pas réellement une réforme, mais qui sont effectivement une autre voie de réflexion et de pratique de l'astrologie. Pourquoi ces réformes ont-elles échoué? On peut dire qu'elles ont échoué en cette année 2016, puisque l'astrologie mondiale de Barbeau, elle est guère pratiquée, et l'astrologie de Nicolas, elle est très minoritaire. La raison de ces échecs, il faut la chercher 50 ans plus tard, puisque on parle là des années 60 en fait. Barbeau a publié en 67 ses Astres et l'Histoire, et Nicolas avait publié 1 ou 2 ans plus tôt sa Condition solaire, qui est son premier livre où il expose ses travaux, ses théories. Comme je disais dans une précédente vidéo sur la réforme, mais au sens plus global, et pas seulement sur l'astrologie, il n'y a pas de réforme sans une simplification et sans une plus grande accessibilité, tant sur le plan pratique que sur le plan théorique, sur le plan de la pensée. Parce que quelque chose qui est difficile à assumer théoriquement ou religieusement ou idéologiquement, ça fait blocage aussi. Donc il faut débloquer un certain nombre de discours, il faut les rendre plus accessibles, et ça passe notamment par la formation. Ce sont les écoles d'astrologie qui sont responsables de la formation et donc de l'avenir de la profession astrologique, et souvent elles ne sont pas à la hauteur de la tâche, visiblement. Parce qu'elles sont prises dans une complexité d'enjeux qui sont croisés. À la fois, il faut initier, mais aussi il faut gagner de l'argent. Et plus les courses durent, plus on gagne de l'argent. Et puis il faut aussi, en quelque sorte, constituer une sorte de bagage suffisamment solide, je ne dirais pas suffisamment lourd, pour donner, soi-disant, toute sa dignité à une profession. Une profession trop accessible où on entre comme ça, comme dans un moulin, ça ne fait pas très sérieux, paraît-il. Donc l'accessibilité, c'est pas évident dans l'esprit de beaucoup d'enseignants en astrologie, comme c'est pas non plus évident dans l'esprit de professeurs d'anglais, qui souvent compliquent à loisir les choses, comme c'est pas évident dans les cours dans l'esprit des professeurs de musique, qui là aussi veulent se mettre en valeur et donc compliquent les choses, disent que tant qu'on n'a pas fait ceci ou cela, ou appris ceci ou cela, ou passé tant de temps ceci ou cela, on ne peut pas effectivement entrer dans la profession. Enfin, ils mettent toutes sortes de conditions, de barrages, qui sont souvent tout à fait contestables. Donc c'est toute la pédagogie, la didactique, dans la plupart des domaines, qui est à réviser et à revoir, et qui est l'enjeu d'un débat. On n'en sort pas, n'est-ce pas, de cette question. Et donc, dans le cas de Nicolas, il a révisé, il a revisité, il a ravalé les différents éléments de l'astrologie, il les a nettoyés, il les a toilettés, mais finalement, il est resté la même structure, le même schéma général que pour ses collègues. Donc, en fin de compte, ça n'a pas attiré à l'astrologie de nouvelles recrues, parce que c'était aussi compliqué, et même peut-être parfois plus compliqué.
parce que son système RET, finalement, qui cherchait à sauvegarder, à sauver les significations des planètes, il était au moins aussi compliqué que le système du symbolisme planétaire, mythologique, zodiacal. Bon. Et donc, Nicolas n'a pas voulu se délester l'astrologie du thème natal. Il n'a pas voulu délaisser l'astrologie des nouvelles planètes. Il n'a pas voulu faire le vide un petit peu. La seule chose sur laquelle il a insisté, c'est la disparition dans son enseignement des domiciles des planètes. Alors, moi à l'époque j'étais passionné par cette question-là, donc évidemment j'étais un peu décalé par rapport à lui. Mais cette question-là mérite d'être traitée en elle-même. En tout cas, il avait fait son cheval de bataille, voilà, ça on ne prend pas. Mais à part ça, c'est un peu le bouc émissaire, mais à part ça, le reste on gardait. On gardait les 12 maisons, on gardait tous les aspects majeurs, on gardait toutes les planètes, y compris Pluton, et on gardait le zodiaque, d'où le fait qu'il a participé à des collections chez Chou, d'où le fait que François Hardy a parlé de ces questions-là, et d'où le fait qu'il a participé à l'affaire Astroflash et aux révolutions solaires et à l'éducation et à la formation des enfants par l'astrologie, etc. Donc, il n'était pas en décalage finalement avec la pratique astrologique traditionnelle. Sur le plan, même s'il avait repensé le certain nombre de contenus qui permettaient à l'astrologue, soi-disant, de pouvoir expliciter son discours quand il le donnait de manière plus élégante et plus élaborée que ses collègues de l'astrologie symbolique qui n'avaient pas forcément la maîtrise et la compréhension de ce qu'ils enseignaient, ce qui est quand même un petit peu un problème. Donc les enseignants de l'école d'astrologie conditionnaliste avaient cet avantage d'avoir des choses à dire à peu près cohérentes sur leur propre enseignement, mais finalement c'était une astrologie revisitée, revue et corrigée, mais qui n'avait pas changé fondamentalement dans sa complexité, dans sa pratique professionnelle, parce que finalement, l'astrologue restait toujours censé répondre à des questions. Le métier ne changeait pas véritablement. Alors que moi, dès les années 70, justement, enfin notamment en 76, j'avais proposé d'abandonner le thème astral, de chercher le dominant planétaire par des tests et non plus par l'érection du thème. Et donc j'allais quand même beaucoup plus loin dans ce sens d'une rupture qui permettait de communiquer plus facilement avec les non-astrologues, ce que j'appelais dans ma précédente intervention les laissés pour compte, ceux qui étaient restés en marge, les abstentionnistes, si vous voulez, de l'astrologie, qui n'étaient pas concernés, qui n'étaient pas impliqués. Moi, je pense qu'il n'y a pas de réforme si elle n'est pas capable d'impliquer et de faire venir à elle, dans son domaine, des gens qui, jusqu'à présent, étaient restés pour le moins sur la réserve. Alors, en ce qui concerne André Barbeau, pourquoi son système n'a-t-il pas perduré dans le milieu astrologique? On l'a vu encore il y a quelques années, quand il y avait des réunions sur l'entrée de Saturne dans tel signe, l'entrée de Pluton dans tel signe, etc. Choses qui n'ont rien à voir, ni de près ni de loin, avec l'astrologie mondiale de Barbeau. Ni au niveau de son cycle Saturne-Neptune, ni au niveau de son indice cyclique, etc. Donc finalement, Barbeau a voulu dégager l'astrologie de ce symbolisme zodiacal, et finalement le symbolisme zodiacal il revient puissamment dans les réunions, par exemple d'associations sources, où on commence à dire voilà, célébrons l'entrée de telle et telle planète dans tel et tel signe.
ce qui n'avait plus rien à voir avec l'enseignement d'André Barbeau. Même si on continue à le célébrer, n'empêche qu'on ne respecte pas ces réformes. Ces réformes qui, normalement, effectivement, auraient pu amener à l'astrologie des historiens, des chercheurs, voulant comprendre, cherchant les nouveaux historiens n'étaient-ils pas en quête de modèles permettant, modèles scientifiques, faisant appel à d'autres disciplines, permettant de conférer une nouvelle assise à l'histoire. Bon. Finalement, Barbeau n'est pas arrivé à attirer cette population. Il a échoué dans sa façon de présenter son astrologie mondiale, et cette astrologie mondiale n'est toujours pas reconnue 50 ans plus tard. On fêtera en 2017 les 50 ans de l'apparition de son ouvrage Les Astres de l'Histoire. Bon, donc ça n'a pas marché. Et donc il n'a pas attiré à l'astrologie d'autres personnes, des gens qui n'étaient pas astrologues. Et donc finalement, on est resté entre astrologues, et puis finalement, entre astrologues, finalement le zodiaque a fini par revenir à la surface. Et pour terminer, sur une petite anecdote, j'ai vu hier un film de Billy Wilder qui s'appelait 1, 2, 3, et qui a été tourné au début des années 60. Et c'était une période tout à fait étonnante. Il y avait Gagarine, il y avait une rivalité entre l'URSS et les États-Unis. On disait que l'URSS allait rejoindre le niveau des États-Unis, qu'il y avait la crise de Cuba avec les missiles qui menaçaient les États-Unis. Enfin, on est dans une période relativement euphorique pour l'URSS. Et Barbeau a été victime de cette euphorie, puisque quand il a publié en 1963 la crise 1964 et la crise mondiale de 1965, on était encore dans cette mouvance comme cela, ça apparaît très clairement dans ses textes. Donc finalement, il a décidé de monter le cheval, de monter sur le cheval, de chevaucher le prophétisme communiste, et il s'est planté à cause de cela. Et c'est à cause de ce plantage, justement, qu'il est passé en 67 à une révision complète de sa façon de travailler, et qu'il a élaboré son indice cyclique. L'indice cyclique qui est un panachage, un bouquet de 5 planètes qui vont de Jupiter qui met 12 ans à Pluton qui met 248 ans. C'est quand même un drôle d'écart, hein, de 20 fois plus. Et donc, cette espèce de synthèse, de coefficient comme ça, qui d'ailleurs n'est pas sans faire penser aux travaux sur la dominante planétaire d'un Volgin avec le mètre de nativité, etc., où on fait des calculs pour voir si telle planète est plus forte qu'une autre, d'après tel et tel critère, etc. Bon, peu importe. Mais en tout cas, ce modèle-là, qu'il appelait d'ailleurs lui-même le modèle universel, d'ailleurs moi ça m'a inspiré, parce que moi-même je pense aussi qu'il faut un modèle universel, mais bon, j'ai proposé tout à fait autre chose. J'ai proposé une seule planète, Saturne, passant sur les étoiles fixes royales, donc quelque chose d'extrêmement simple, et qui est beaucoup plus accessible, ergonomique aux historiens et aux sociologues et aux politologues que le truc de Barbeau. Mais en tout cas, bon, voilà, il n'est pas arrivé à faire venir à l'astrologie, parce que c'est là l'enjeu. On ne peut pas réformer l'astrologie sans faire venir à l'astrologie de nouvelles couches de population. Autrement, on reste prisonnier des pratiques anciennes, et les gens qui arrivent à ce moment-là au sein de ce milieu marqué par ces pratiques anciennes, ils sont finalement ils sont défavorisés, si vous voulez, comme dans le domaine religieux, c'est pareil. Si on a des pratiques religieuses trop lourdes et trop complexes, des gens qui arrivent, ils sont décalés par rapport à ceux qui ont la maîtrise, la routine de ces pratiques. La routine, c'est effectivement l'obstacle, l'ennemi principal de la réforme,
La réforme doit casser la routine, et casser la routine, ça veut dire en fait la disqualifier et s'en délester. Et évidemment, il y a des résistances quand on veut casser un métier, casser une routine, casser un savoir-faire. Comme dirait Serge Brémorel, les gens sont prisonniers de leur savoir-faire, comme dirait Yves Le Cerf, de leur ethno-savoir. Donc voilà les leçons à tirer.